Et si le monde moderne fonctionnait selon la même logique qu'une arnaque? Pas dans une ruelle sombre, mais dans les tours étincelantes de la finance mondiale. Chaque dollar économisé, chaque pension constituée, chaque remboursement hypothécaire effectué, tout cela dépend d'une structure qui a besoin de nouvel argent pour survivre. Elle semble respectable, elle semble solide, mais son mécanisme central est identique à la plus vieille astuce de l'histoire financière, une pyramide qui doit continuer à croître ou mourir. La vérité dérangeante est que cette logique ne se limite pas aux escroqueries, c'est le système. Et la seule raison pour laquelle il tient encore debout est que les gouvernements et les banques continuent de l'alimenter avec de nouveaux participants, de nouveaux crédits et de nouvelles illusions. La question n'est pas de savoir si cette structure finira par s'effondrer. La vraie question est de savoir qui sera écrasé quand cela arrivera. Pour comprendre pourquoi, nous devons revenir au début afin de comprendre ce qu'est réellement un système pyramidal. Le concept en lui-même est simple. Il promet des rendements extraordinaires, mais ne produit aucune valeur réelle. Les profits des premiers investisseurs sont payés avec l'argent de ceux qui viennent après. Ils se développent grâce à la croyance et non à la productivité. Charles Ponzi a rendu ce modèle tristement célèbre au début des années 1920 en promettant aux investisseurs un profit de 50% en seulement 3 mois. Au début, cela a fonctionné, du moins sur le papier. Il a payé les premiers investisseurs avec les fonds de la vague suivante, créant ainsi l'illusion du succès. Les foules faisaient la queue pour lui remettre leurs économies, convaincus d'avoir trouvé un miracle. Mais les calculs mathématiques qui se cachaient derrière étaient impitoyables. Chaque nouvelle couche exigeait plus de recrues que la précédente. En quelques mois, toute la structure s'est effondrée, ruinant des milliers de personnes. Ponzi a été emprisonné, mais son nom a survécu, devenant synonyme de tout système qui nécessite une croissance infinie dans un monde fini. Si l'on fait abstraction des aspects illégaux, on retrouve la même dynamique partout. Les gouvernements n'empruntent pas sur la richesse dont ils disposent, mais sur celle des générations futures. Les entreprises s'endettent lourdement pour racheter leurs propres actions, enrichissant ainsi une poignée de personnes tout en reportant le coût sur l'avenir. Les familles vivent à crédit, payant des intérêts qui semblent ne jamais prendre fin. Et l'argent lui-même, il n'est plus lié à l'or, à l'argent ou à quoi que ce soit de réel. Il est créé à partir de rien chaque fois qu'un prêt est accordé. C'est la partie que la plupart des gens ne voient jamais. L'argent n'est pas imprimé dans des coffres forts comme nous l'imaginons. Il est créé par le biais de prêts. Dans le cadre du système connu sous le nom de banque à réserve fractionnaire, si vous déposez 1 000 $, votre banque ne conserve qu'une fraction, peut-être un dixième, en réserve. Le reste est prêté. Ce prêt devient de l'argent frais lorsqu'il est déposé ailleurs, où une autre fraction est conservée et le reste prêté à nouveau. À partir d'un seul dépôt, le système multiplie plusieurs fois ce montant en crédit. Sur le papier, tout le monde semble plus riche. En réalité, il s'agit simplement de couches de créances empilées les unes sur les autres, aussi fragiles que du verre. La machine ne fonctionne que tant que les gens croient que leurs dépôts sont en sécurité et ne demandent pas tout leur remboursement en même temps. Lorsque cette croyance s'effrite, la panique s'ensuit, ruée sur les banques, effondrement et sauvetage désespéré. Nous l'avons déjà vu, dans les années 1930 avec la Grande Dépression, puis à nouveau dans les années 2000 avec la crise financière mondiale. Ce phénomène n'est pas apparu du jour au lendemain, il trouve ses racines dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations se sont reconstruites dans le cadre d'un accord connu sous le nom de Bretton Woods, qui liait le dollar américain à l'or. C'était une promesse de stabilité. L'argent était lié à quelque chose de tangible. Mais au début des années 1970, le président Richard Nixon a fermé la fenêtre de l'or, rompant ce lien. À partir de ce moment,
L'économie mondiale s'est entièrement construite sur la monnaie fiduciaire, une monnaie déclarée comme ayant de la valeur par les gouvernements et soutenue uniquement par la confiance. Et la confiance, comme l'histoire le montre, est fragile. Une fois l'ancrage de l'or disparu, le seul moyen de maintenir la confiance était de promettre une croissance infinie. Une croissance financée par la dette. Une croissance maintenue par l'inflation. Une croissance tirée du travail humain. La pyramide renaissait, non pas sous la forme d'une arnaque dans un sous-sol, mais comme système d'exploitation du monde moderne. On le voit dans les retraites et la sécurité sociale. Ces paiements ne proviennent pas de l'argent que vous avez personnellement mis de côté. Ils proviennent des cotisations des jeunes travailleurs qui paient aujourd'hui. Ce système ne fonctionne que tant que la base des contributeurs continue de s'élargir. Mais dans les sociétés vieillissantes, le Japon, l'Italie, voire les États-Unis, cette base se réduit. Moins de jeunes travailleurs, plus de retraités, des obligations croissantes. Le calcul ne tient plus. Les gouvernements comblent le déficit en empruntant davantage et en imprimant plus de monnaie. Mais chaque mesure ne fait qu'aggraver le problème. Le logement raconte la même histoire. Pendant des décennies, la valeur des biens immobiliers a augmenté non pas parce que les maisons produisaient une plus grande valeur, mais parce que les acheteurs pouvaient emprunter des sommes toujours plus importantes. Chaque boom nécessitait de nouveaux entrants prêts à s'endetter. Mais lorsque l'accessibilité financière s'effondre, la pyramide perd sa base. L'illusion s'évanouit et la richesse s'évapore du jour au lendemain. Même le marché boursier suit le même rythme. Les prix augmentent moins en fonction des bénéfices des entreprises qu'en fonction de ce que les investisseurs attendent que les autres paient demain. La logique n'est pas le profit, mais la confiance dans les futurs acheteurs. Les crypto-monnaies poussent ce modèle à l'extrême. Les premiers à adopter ces monnaies ne font des bénéfices que si suffisamment de retardataires croient en la valeur du jeton. Mais se focaliser sur les crypto-monnaies, c'est passer à côté de l'essentiel. L'ensemble du système financier repose désormais sur le même cercle vicieux. Croissance infinie, crédit infini, confiance infinie. Lorsque cette confiance vacille, le grand magicien entre en scène. La Banque centrale. Lors de la crise des années 2000, lorsque la bulle immobilière a éclaté, les banques centrales ont imprimé des milliers de milliards pour sauver la structure. Elles ont appelé cela « assouplissement quantitatif », une expression qui semble technique, mais qui ne signifie qu'une seule chose, créer de l'argent neuf pour remplacer l'ancien. Les pertes de quelques-uns ont été réparties entre le plus grand nombre. Les dettes n'ont pas été effacées, elles ont été augmentées, transférées, restructurées. La pyramide ne s'est pas effondrée, elle a été reconstruite, plus haute qu'avant. Et le coût, vous pouvez le constater dans chaque salaire qui achète un peu moins chaque année, dans chaque compte d'épargne qui perd discrètement de la valeur à cause de l'inflation, dans chaque promesse que les générations futures doivent désormais honorer. Les dégâts sont déguisés en progrès, mais le mécanisme reste le même. Les anciennes dettes sont payées avec de l'argent neuf, la confiance est préservée à tout prix. L'histoire nous offre de nombreux avertissements. La bulle de la South Sea Company, au début des années 1800, où les investisseurs poursuivaient des fantasmes de commerce outre-mer. Le krach des années 1930, lorsque la spéculation a tourné à la ruine. La bulle immobilière japonaise des années 1980, lorsque les terrains à Tokyo coûtaient plus cher que toute la Californie. Chacun de ces booms partageaient le même ADN. Des systèmes qui dépendaient d'argent frais et d'une croyance sans fin, jusqu'à ce que la réalité intervienne. Et nous voici à nouveau dans la même situation. Nous avons cessé de l'appeler pyramide et avons commencé à l'appeler croissance. Mais le mécanisme n'a pas changé. Si un système ne peut survivre qu'à travers l'injection constante de nouvelles dettes et de nouveaux adeptes, alors ce n'est pas une fondation, mais une structure qui repose sur l'espoir.
Et peut-être que vous et moi, nous tenons à sa base, la soutenant. Aujourd'hui, la pyramide est plus grande qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire. La dette mondiale a dépassé les 300 000 milliards de dollars, soit environ 3 fois la production économique annuelle mondiale. Réfléchissez-y. L'humanité doit 3 années de travail avant d'atteindre le seuil de rentabilité. Et pourtant, la prescription des politiciens, des économistes et des banquiers centraux reste la même. Emprunter davantage, dépenser davantage, croire davantage que demain paiera d'une manière ou d'une autre pour aujourd'hui. C'est la logique d'un système de Ponzi que tout le monde reconnaît, mais que personne n'ose arrêter. Car s'il s'arrête, toute la structure s'effondre. C'est pourquoi l'inflation revient toujours. L'inflation n'est pas le fruit d'une mauvaise politique ou de choc d'offres. C'est une taxe silencieuse intégrée au système lui-même, le mécanisme par lequel la pyramide soutient son poids. Les prix augmentent non seulement en raison de la demande, mais aussi parce que de l'argent frais continue d'inonder le système chaque fois que les gouvernements enregistrent des déficits ou que les banques centrales sauvent les marchés. Lorsque la monnaie croît plus vite que la valeur réelle, le résultat est inévitable. Vos économies achètent moins, votre pension s'amenuise, votre salaire est à la traîne par rapport au coût de la vie. L'inflation est la manière dont le système exige son tribut. Il murmure. Nous survivrons une année de plus, mais vous devrez payer. Et tandis que les prix augmentent, la démographie joue en sa défaveur. Dans les pays riches de l'Occident, les retraites et la sécurité sociale reposent sur une hypothèse simple. Une génération nombreuse de travailleurs soutiendra toujours une génération plus réduite de retraités. Mais cet équilibre s'est inversé. Les taux de natalité sont en baisse. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Les fondations s'érodent. Au Japon, on vend plus de couches pour adultes que pour bébés, symbole obsédant d'une société vieillissante. L'Europe suit de près. Les États-Unis ne sont pas loin derrière. Ce n'est pas seulement une question démographique, c'est une bombe à retardement financier. Chaque retraité puise dans un système qui compte désormais moins de contributeurs. Sans croissance, le flux d'argent vers le haut ne peut pas continuer. La pyramide croule sous le poids de ses propres promesses. Et pourtant, le même remède est prescrit encore et encore. Le sauvetage. Chaque crise du siècle dernier raconte la même histoire. La Grande Dépression a conduit à la mise en place de vastes programmes gouvernementaux et à l'expansion de la monnaie fiduciaire. Les crises pétrolières des années 1970 ont donné naissance au système du pétrodollar, qui recycle les profits du pétrole par le biais de la dette américaine afin de maintenir la liquidité mondiale. L'effondrement du marché immobilier dans les années 2000 a déclenché des milliers de milliards de dollars d'assouplissement quantitatif. La pandémie des années 2020 a apporté encore plus, à des échelles que personne n'avait imaginées. À chaque fois, le remède n'était pas la réforme, mais l'expansion. La pyramide s'est agrandie, absorbant le choc et repoussant le moment de vérité dans le futur. Personne ne voulait faire face à l'effondrement. Tout le monde préférait un nouveau cycle de croyance. Et après tout, la croyance est la véritable monnaie ici. Ceux qui se trouvent près du sommet le comprennent mieux que quiconque. Les banques perçoivent des intérêts sur de l'argent créé à partir de rien. Les entreprises émettent des titres de créance pour racheter leurs propres actions, enrichissant ainsi les dirigeants dont les primes dépendent de la hausse des prix. Les politiciens promettent des avantages dont ils savent qu'ils seront payés par d'autres longtemps après leur départ. Et les travailleurs ordinaires, les épargnants, les contribuables, les retardataires, portent le fardeau en silence, pensant que le système est conçu pour eux. Mais ce n'est pas le cas. L'inflation, la dette, les plans de sauvetage, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des caractéristiques. C'est ainsi que la machine se préserve.
Une fois que vous avez compris cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. L'économie mondiale n'est peut-être pas légalement un système pyramidal, mais structurellement, elle se comporte comme telle. Elle doit croître pour survivre. Elle doit recruter de nouveaux adeptes pour maintenir la foi. Elle doit promettre des rendements qu'elle ne peut pas vraiment offrir. Et chaque couche dépend de la solidité de la suivante. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de s'effondrer complètement? Le pouvoir. Les gouvernements peuvent imprimer de l'argent, ils peuvent imposer des taxes, ils peuvent mener des guerres pour s'assurer des ressources. Ponzi n'a jamais disposé de ces outils. C'est pourquoi cette version de la pyramide a duré si longtemps, non pas parce qu'elle est solide, mais parce qu'elle est applicable. C'est un système de croyance soutenu par la loi et, si nécessaire, par la force. Pourtant, aucune pyramide ne peut s'étendre indéfiniment. Lorsque la base s'affaiblit, lorsque le crédit se tarit, lorsque les taux de natalité baissent, lorsque la confiance s'estompe, la gravité reprend le dessus sur l'illusion. Plus la structure est haute, plus la chute est dure. Le rythme de l'histoire est clair. Les systèmes fondés sur la foi plutôt que sur la production finissent par être confrontés au moment où la foi s'épuise. C'est pourquoi comprendre cela n'est pas du cynisme. C'est de la lucidité. Une fois que vous comprenez comment fonctionne le mécanisme, vous cessez d'attendre du système qu'il vous protège. Vous réalisez que la sécurité financière, vendue par l'État ou la banque, n'est pas la même chose que la résilience réelle. La véritable richesse ne réside pas dans les promesses, mais dans ce qui survit en dehors du système. Les compétences qui créent de la valeur, les relations qui survivent aux monnaies, les actifs qui conservent leur valeur, même lorsque la confiance s'effondre. La leçon est simple, mais pas facile. Le chemin vers la stabilité commence par sortir de l'illusion. Attendre que les gouvernements ou les marchés viennent à votre secours ne fait que resserrer l'étau. Apprendre comment fonctionne la machine et construire une vie qui ne dépend pas de son expansion constante est la seule forme réelle de liberté qui reste. Regardez de près et vous remarquerez que l'histoire répète ce schéma sous différents noms. Au cours d'un siècle, c'est une bulle dans les routes commerciales. Au cours d'un autre, c'est une frénésie autour de la technologie ou du logement. Chaque génération jure que cette fois-ci, c'est différent. Chacune trouve un nouveau vocabulaire pour justifier la même addiction à la croissance. Et chacune finit par découvrir que la croyance ne peut pas dépasser la réalité indéfiniment. C'est l'écho de l'histoire. Elle ne se répète pas dans les détails, mais elle rime dans sa structure. Et ici, la rime est indéniable. Dès l'instant où vous confondez une pyramide avec des fondations, vous vous tenez sous quelque chose qui est destiné à s'effondrer. Ainsi, si l'économie mondiale ne s'effondre pas encore, ce n'est pas parce qu'elle est en bonne santé. C'est parce que les architectes continuent d'ajouter des échafaudages pour la maintenir debout. Nouvel argent, nouvelles règles, nouveaux adeptes. Mais aucune structure construite sur une expansion sans fin ne peut durer indéfiniment. Les mathématiques, la démographie, la psychologie, tout pointe vers la même vérité. Tout système qui nécessite une croissance infinie finit par se heurter à un monde fini. Lorsque ce jour viendra, il ne s'annoncera pas dans la panique. Il se déroulera lentement, à travers une inflation qui semble sans fin, des salaires qui ne rattrapent jamais leur retard, des gouvernements qui empruntent discrètement sur un avenir qu'ils ne verront jamais. L'effondrement n'est pas soudain, c'est une incrédulité progressive. Et c'est peut-être là le véritable danger, non pas que la pyramide s'effondrera un jour, mais que les gens continueront à la soutenir longtemps après avoir compris qu'elle est creuse, car la croyance, même en déclin, est puissante. C'est elle qui maintient les lumières allumées, les marchés ouverts, l'illusion vivante. Mais les illusions, comme le crédit, ont toujours une date d'expiration. Et lorsqu'elles expirent, le bruit que vous entendez n'est pas celui du chaos, mais celui de l'histoire qui se répète.